Yo les Schwab Boys, j'espère que ça pime. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui marque la fin de la saison 1 de la prépa de la Fista. Donc la saison 1 s'est terminée par un passage au banc. On a sorti 230 chevaux d'un 1,6 litre d'origine. Sortie d'usine, c'est 88 chevaux sur le papier, c'est de la merde. On lui a mis un bar 5 dans sa gueule avec une prépa de bon gros roumain. Poilu et sourcileux. On peut pas faire mieux. C'est sympathique, c'est fun, mais c'est pas suffisant. Fini de jouer avec des voitures Toys R Us. On attaque la saison 2 et ça implique un nouveau moteur, une nouvelle boîte, la totale, clairement. J'avais déjà acheté un moteur, un 2 litres que j'avais démonté dans une précédente vidéo, mais il n'avait pas les internes que je voulais. Et ce qui s'est passé un jour, malencontreusement, j'ai glissé. Magnifique moteur, donc celui-là c'est pas un blacktop mais c'est une architecture assez similaire. Donc celui-là c'est un moteur de Clio, hein, comme ça vous n'allez pas faire chier à faire monter les cotes inutilement. Donc ça, ce merveilleux moteur de Clio est plus ancien en termes d'architecture que mon blacktop, mais pour autant il a l'air de beaucoup ressembler en termes d'architecture. Je pense que le Villebroquin, les alaisages et les trucs comme ça sont normalement les mêmes. Donc celui-là date des années 90, il a le dessus silver et là c'est marqué 16V Zetec et c'est pas marqué 16V DOHC, parce qu'en fait les 16V DOHC, tu vois, sur le cache culbuteur, c'est réputé pour avoir les soupapes qui collent, ok? Pourquoi j'ai acheté un deuxième moteur sur Ovoco qui a en plus très poétiquement encore 350 000 km? Et ben parce que celui-là, de 1, j'espère qu'il a les pissettes d'huile sous les pistons, ça aidera beaucoup à les refroidir. Et de 2, celui-là a des poussoirs hydrauliques et l'autre avait des poussoirs mécaniques non ajustables. Et pourtant, ils étaient tous hors cote. Ça m'a énervé, donc je me suis dit, je prends celui-là. Je l'ai trouvé à genre 300 balles sur Ovoco. Donc, c'était plus que l'autre qui était à 100 €, tu vois. Et je pense avoir fait une bonne affaire. On verra en l'ouvrant. Celui-là, on le prend, on le déboîte et dans cette vidéo, on le reboîte. Tu vois, one shot, on perd pas de temps, c'est parti. Il y a 2 secondes, j'ai dit que j'avais fait une bonne affaire. Et là, dans les puits de bougie, il y a... Je crois, hein, je suis pas sûr, vous me direz en commentaire, mais je crois qu'il y a dû y avoir quelques petites fuites au niveau du... Ah putain. Ok, doucement. Incroyable. Magnifique. Pour l'instant, ce moteur, il est encore plus beau que celui d'avant. Oh merde! Oh la salope! Bon, en vrai, il a pas l'air d'avoir de soucis. Il est dégueulasse, il a pris tarif, mais il n'y a pas l'air d'avoir de l'eau qui est coulée dedans. Ok, j'ai enlevé le joint de culasse, c'est là, petite surprise. Donc clairement, le bloc, non seulement il a été réouvert, mais en plus il a été réusiné. Genre c'est pas d'origine, là tu vois clairement une grosse passe de fraiseuse qui est venue resurfacer le bloc. On voit vraiment des très gros traits, c'est très marqué même à l'ongle, on le sent un petit peu. Et là clairement si on regarde dans les cylindres, on voit encore quelques micro-rayures d'usine, mais on voit surtout le méga reflet miroir sur les pistons. Donc là les cylindres sont clairement bien glacés. Pour l'histoire du glaçage, c'est ultra intéressant parce que c'est un petit peu contre-intuitif, donc c'est rigolo à comprendre. En fait, tu te dis intuitivement que si ton piston il glisse sur une surface super lisse du cylindre, bah c'est mieux. Mais en fait, pas du tout, parce que si tu regardes à l'échelle microscopique, t'as 2 plans qui s'adhèrent ensemble, tu vois. Donc en fait, t'as une surface de contact qui est maximale. Et ça, c'est dû à tout simplement les forces genre de Van der Waals, tu vois. Tu rapproches 2 atomes de 2 surfaces ensemble, ils vont créer des interactions faibles de Van der Waals, mais pour autant, ça va se ressentir. C'est comme quand tu sais, tu prends 2 cales d'usinage super bien usinées, super plates, et ben en fait
elles ont tendance à coller ensemble parce que voilà, il y a des interactions qui se font. Et donc à cause de ce phénomène, il vaut mieux pour faire glisser deux trucs ensemble, il vaut mieux créer des micro-irrégularités. Si elles sont trop grosses, ça va faire l'effet papier de verre, donc ça va accrocher. Mais si c'est microscopique et bien dosé, eh ben ça va mieux glisser. Bien évidemment, le deuxième phénomène, c'est que tu as l'huile qui va s'y mettre. Tu as les particules d'huile qui vont justement lubrifier ton cylindre. Du coup, j'espère que c'est plus clair. On continue le démontage. Time-lapse. Je dis ça pour m'en souvenir en vidéo. 1, 2, 3, 4, 5. Flèche, côté, distrib. Oh! Oh oui! Tu vois les petits gicleurs là? Oui, c'est pour ça que j'ai acheté ce putain de bloc! Donc le bloc moteur est complètement à poil, et à part le fait que mon atelier c'est devenu Haggerty, hein, chaque surface exploitable de cet atelier possède des pièces moteurs. Tout va bien. Quand on regarde l'usure des paliers, alors bon, ils sont clairement tous dead, tu vois, ça a attaqué la couche d'en dessous, mais l'usure n'a pas l'air anormale, il n'y a pas de forme bizarre, c'est juste usé, voilà, ça a tourné quoi. Et voilà ce dont je vous parlais l'autre fois. Ces fameuses putains de pissettes d'huile qui sont parfaitement sous chacun de mes cylindres. Donc je ne regrette absolument pas d'avoir acheté ce bloc. Prochaine étape, on nettoie tout le bloc moteur, on nettoie toutes les pièces et on va harceler le S pour qu'il me prête ses ustensiles métrologiques. Petit lavage de bloc à la roumaine. Petite expérience sociale décapant pour vitres de cheminée. Un petit peu de sans-plomb là. Yeah boy. Impeccable. Ce vélo là, quand on le regarde, il a l'air totalement incassable. Je pense 600 jours avec ça facile. Après c'est le reste qui va pas sûr. Mais alors le vélo incassable. Le bloc aussi, hein, il est énorme. La pompe elle a l'air en super bon état, hein, pareil, genre il n'y a pas de traces d'usure prononcées, tu vois, il y a quelques petites traces mais qui se sentent même pas au doigt. En fait, prenez pas cette vidéo comme un tutoriel d'un mec qui sait, qui vous apprend à toi qui sais pas. C'est pas du tout le cas. J'ai jamais eu de formation quelconque de mécanique automobile et je fais tout à l'intuition. Je sais pas vraiment où est-ce que ça va me mener. Ou alors si je fais pas des grosses conneries, hein. Pour pas utiliser 40 litres de dégrippant, j'y mets du bon vieux sans-plomb pour nettoyer les pièces. Et puis ça marche tout aussi bien. Et puis au remontage pareil, je suppose que c'est mieux si je blinde. Je cum un max dans la pompe à huile. Et oui mon pote, j'ai ça gratuit. Nous les youtubeurs, on est vraiment des connards privilégiés, n'empêche. Donc merci à tous. Parce que c'est grâce à vous les spectateurs que ça me fait des abonnés. Et si j'ai des abonnés, il y a des marques qui me contactent pour m'envoyer des produits. Et quand c'est des trucs aussi stylés que Motul, bah, je suis un Roumain heureux. Article 24. Yeah boy. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça moi.
J'ai enfin reçu ma nouvelle boîte de vitesse, donc tu vois à quel point elle est monstrueuse, elle est énorme dans tous les sens du terme. Évidemment, elle ne rentre pas, donc va falloir découper, mais on verra ça aux prochains épisodes. C'est une boîte MTX 75 de Ford Cougar. J'ai désormais le droit de coller des stickers Brandy Love sur mon pare-brise. Et si vous me demandez le couple max admissible par cette boîte, rated for infinite torque. Yeah, boy! Mais qu'est-ce que tu branles? Mais qu'est-ce que tu branles? Tu trouves pas que t'as l'air con là peut-être? Dans le reportage d'aujourd'hui, nous sommes en présence d'un pompon extrêmement colère. M'envoie glou-glou le pomponnet. Avant de continuer, je tenais à remercier Autodoc qui m'a une fois de plus fourni toutes les pièces dont j'aurais besoin à la réfection de mon moteur, à savoir des joints de culasse, des joints de queue de soupape ultra rares, très durs à trouver, des segments originaux mâles, etc., etc. Tu l'as compris, Autodoc, je pense que tu connais, c'est des revendeurs en ligne de pièces automobiles. Leur avantage, c'est non seulement leur prix, ils sont souvent plus compétitifs que les concurrents, mais c'est surtout leur énorme stock disponible. C'est-à-dire que je pense que tu l'as remarqué, quand tu t'éloignes de Peugeot, Renault, Citroën, des pièces classiques genre freinage ou suspension, tu cherches des trucs pointus, et ben t'as du mal à trouver. Alors que Autodoc, ils ont tout plein de stocks et tout type de gamme. Tu vois, systématiquement, tu as tout plein de marques pour tout type de budget et pour chercher des pièces, il te suffit de rentrer ta plaque d'immatriculation ou ton modèle de véhicule et voilà, c'est parti. Donc, je te conseille d'utiliser l'appli parce que les prix sont systématiquement moins chers dessus et de toute façon, il y a mon code promo en description pour avoir moins 5% sur tout le site. Très important. C'est le cheval de Troie, ça. Oh. Ça t'a coûté combien, ça? 600 balles. Bah, c'est bon, l'échange est rentable. Merci. Allez, à plus. Ok, c'est parti. Oh! Oh, shiny boy! Wow! C'est donc ça, Mitutuyo! Oh! Oh! Oh là là! Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette satanisterie? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces graduations là? J'y comprends rien. Ok. On va aller dans la chambre de méditation pour pouvoir réfléchir convenablement. Ok. Alors concrètement, tant qu'à faire, vu qu'on a des ustensiles de gros suceurs, autant faire ça proprement. Là, les âges de mon moteur, c'est 84,8. Donc concrètement, là, c'est gradué de 1 en 1. Donc là, on va aller à 84. Donc 1, 2, 3, 4. Quand le 0 est aligné, ça fait 84,8. C'est-à-dire qu'on va passer le petit trait du 5 en haut. Donc là, petit trait du 5. Donc là, on est exactement à 84,5. Et on passe encore 30. Donc ça fait 84,8. Et maintenant, on peut étalonner notre... Ok, c'est parti. Et on met le 0. Ok, parfait. Ah, merde. On est plus large de 4 centièmes. Oh! Là, tu vois, si l'aiguille, elle est avant le 0, c'est que la tige est plus sortie. Donc on a... Oh non! Si on descend, 3 centièmes. Ah bah là, on se rapproche du 0 dans la zone pas usée en bas, forcément. Donc le bloc est là, en haut, ultra ovalisé.
Presque 5 centièmes. Arrête. S'il te plaît, non. 2 centièmes. 5 centièmes. Oh là 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 là. Je savais qu'il valait mieux pas regarder. Maintenant, je vais rouler en ayant conscience que je suis 5 centièmes hors cote. Maintenant qu'on a à peu près conscience de la rincitude de ce bloc, il est temps de lui mettre 400 chevaux à l'intérieur. Alors là, vous allez dire, cher Roumania Boy, quel est ton secret pour sortir 400 chevaux d'un bloc d'origine sans forger? Je vais vous répondre déjà, calmez-vous. Calmez-vous, parce que ce moteur, je vais pousser jusqu'à ce qu'il les sorte, mais il va très probablement péter avant, parce qu'on va rien forger du tout et tout ça. Mais si on a une infime chance d'atteindre, de chatouiller les couilles des 400 chevaux, c'est avec ça. Vous vous rappelez, toutes les fois où je vous ai dit, n'allez pas sur les forums, il n'y a que des conneries, ça sert à rien. Je m'excuse sincèrement, j'avais tort. Aller sur les forums, ça sert en fait à récupérer les pièces moteurs des connards qui ont transformé leur bloc en poussière d'étoiles. Et il s'avère que je suis tombé sur un forum d'anglais avec un roast beef qui était en train de chouiner parce qu'il a cliqueté comme un porc. Les Anglais, ils n'ont pas d'éthanol, donc le mec à 200 chevaux, il a cliqueté, il a trouvé son piston. Donc c'est pour ça qu'il y a une bielle qui a pas de piston du coup. Mais en gros, ce putain de roast beef, il avait cassé un moteur de Focus RS MK1. Laissez-moi vous rappeler que la Focus RS MK1, il doit en rester genre 2000 exemplaires dans le monde et peut-être une centaine en France. C'est un moteur qui est extrêmement rare et qui est une architecture très similaire aux Zetec. Selon la loi le théorème de Ovid, il se pourrait que ces pièces-là se montent dans mon Zetec du coup. Donc, j'ai dit au roast beef, hey, Narvalo, t'inquiète pas, je suis ta poubelle, envoie-moi tes pièces restantes de Focus RS MK1. Donc en gros, il m'a vendu ça pour 200 balles. Voilà, c'est le prix à payer parce que c'est quand même très rare comme pièce, c'est extrêmement rare. Et la plupart des mecs qui ont des RS, ils les chiadent, tu vois, ils les soignent, ils font pas trop les cons, tu vois, parce que c'est une voiture méga collection. Donc voilà. C'est une voiture qui est d'origine turbo, qui sort 215 chevaux. Donc si on a une chance d'atteindre, de chatouiller les 400, ce sera avec ces pièces-là. Même si ce n'est pas, c'est pas de bielle forgée, tu vois bien la trace de moulage. Elles sont toutes fines, genre c'est scandaleusement skinny. Les pistons, ils ont un rapport de compression plus faible. Et ils sont, à mon avis, ils sont pas forgés. Mais Mario m'a dit qu'il pourrait que ça soit forgé parce que tu vois pas à l'intérieur les traces de coulage. Mais moi, je pense qu'il faut pas tirer de conclusion hâtive parce que j'ai d'autres pièces moteurs où tu vois pas les traces de coulage et pourtant, c'est pas forgé du tout. Donc, il existe d'autres processus industriels pour fabriquer des pièces sans forcément avoir de traces de coulage. Donc voilà, c'est peut-être des conclusions hâtives, surtout que les trucs forgés, ils font bla 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 à froid. Il y a du piston slap dans les cylindres parce que elles se dilatent énormément. Donc à froid, c'est très rétracté et tu as beaucoup de jeu. Alors que ça, t'as pas de jeu avec normalement. Donc voilà, j'ai été la poubelle d'un roast beef. Il m'a envoyé ses pièces de Focus RS et on va voir ce que ça donne. Je pense pas que ça va tenir les 400. Mais si ça les tient, c'est que je suis le meilleur tuner de France. Et je détrône momentanément, à court terme, le Farine. Avant de tout monter, laissez-moi vous partager une information que personne au monde n'a partagée. Parce que vu que je commence à un petit peu tâter des étecs et à avoir des tonnes de pièces, je peux me permettre de faire des comparatifs, de trier et de trouver un peu qu'est-ce qui match avec quoi, les différences et tout ça. Donc concrètement ici, on commence par un piston de blacktop. Ça c'est un piston de blacktop, même si mon blacktop est bizarre. Donc potentiellement vos blacktops à vous, ils pourraient avoir ces biais-là. Mais bon, peu importe. Ça c'est des pistons du silvertop, donc d'origine qu'il y avait dans ce moteur. Et ça, c'est des pistons bielles de Focus RS. Alors, les différences, concrètement, déjà, premièrement, le pin, ici, le pin du blacktop, c'est le plus petit. Genre, il est genre 1 mm plus petit que celui des silvertop. Par contre, il est un
tout petit poil plus épais. Tu vois, les parois sont un poil plus épaisses. Je l'ai mesuré, mais j'ai la flemme de vous donner toutes les cotes. Et les Focus RS, par contre, le pin, il est très gros, très large et épais. Aussi, une autre différence, c'est que là, toutes les bielles, elles sont montées serrées donc sur le pin. Et tu vois, ça glisse sur le piston. Alors que là, il y a des circlips, tu vois. Et c'est la bielle qui est montée sur palier glissant, tu vois. Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est un upgrade. Et vu que le pin est plus solide, peut-être ça peut aider. Même si, dites-moi en commentaire, mais à mon avis, c'est très rarement ce pin-là qui est un facteur limitant en termes de puissance. En général, un pin comme ça devrait suffire. Maintenant, passons aux informations extrêmement décevantes. Premièrement, les pièces de blacktop. Donc là, tu vois la bielle du blacktop. Alors, bon, c'est une bielle bizarre, mais elle est extrêmement fine. C'est extrêmement skinny, c'est ridicule. D'ailleurs, tu vois pas les traces de moulage ici. Donc, tu vois, pour autant, elle n'est pas forgée. Et voilà, donc ça, c'est une bielle extrêmement fine dans le blacktop d'origine. Donc, c'est de la grosse merde. Tu peux pas sortir beaucoup de puissance avec ça. Ça, c'est les bielles du Silvertop. Et devinez quoi, chers amis, cette bielle, c'est exactement la même que la bielle de Focus RS de branleur. Donc, le Focus RS est une putain d'arnaque. En fait, le Focus RS est pas spécialement plus solide qu'un Silvertop. Le piston, forcément, lui, il est moulé. Lui, il est un processus différent, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et il est décompressé. Tu vois, là, t'as un dôme. Là, c'est plat. Tu vois. Mais bon, à part ça, les pistons pareils, c'est pas toujours un facteur limitant. C'est exactement la même bielle, exactement les mêmes vis. Tu vois, exactement le même moulage. Et donc, c'est une putain d'arnaque. Si c'est ça, les bielles du 2 litres, 400 chevaux, ça va être compliqué. Je m'en fous, je veux pas savoir. Ma seule référence, c'est le canard dans Kung Fu Panda. T'ajoutes pas une petite sauce spéciale ou autre chose? C'est pas nécessaire. Pour faire quelque chose de spécial, t'as simplement à croire que c'est spécial. La première étape dans cette préparation, pour éviter que ma Fista ce soit un vibromasseur AliExpress roulant, c'est qu'on va équilibrer toutes les pièces indépendamment, genre le bas, le haut, le machin, les bielles, les pistons. Donc j'ai tout démonté. Vous constaterez que j'ai racheté du coup un piston neuf parce que l'autre il me l'a pas envoyé, il était resté dans le bloc. Donc ce piston ça m'a coûté 70 pounds neuf en Angleterre. Donc franchement c'est pas si cher, c'est exactement le même que les autres. Enfin à quelques grammes près. Cette balance fonctionne au gramme, donc c'est pas très précis. Normalement, il faudrait avoir un truc au milligramme, mais franchement, je vais pas dépenser encore 50 € dans une balance. Alors exemple, je pèse cette bielle, 604, 605 grammes environ. Je prends cette autre bielle, 604, ok, pas mal. Et celle-là, 611. Oh, celle-là, elle est monstrueusement lourde. Là, j'ai déjà genre 6 grammes de différence. C'est énorme. On a toutes les masses. La première chose que je vais faire, c'est déjà, je vais mélanger les bielles pistons pour essayer d'équilibrer un petit peu les choses. Mais celle-là, là, tu vois, 611, j'ai beaucoup trop de différence pour pouvoir la rattraper. Donc, dans tous les cas, il faudra travailler. Voilà la bielle qui est méga lourde. Va falloir enlever de la matière. Par exemple, ici, ce coin-là. Ce coin ne sert à rien. L'autre coin ne sert à rien à la rigidité structurelle. Et ces arêtes de chaque côté de la vis non plus. Moment de vérité, 915, 915, 915 et 915. Yeah, boy! Les bielles et pistons sont en montée, manque juste à leur mettre les segments, mais avant de les mettre, il faut les gaper. Et pour faire le gap, il vaut mieux faire le déglaçage avant parce que ça va enlever quelques millièmes, tu vois. Donc en gros, pour faire le déglaçage des cylindres, j'ai acheté un outil à
10 € sur AliExpress. Donc j'ai jamais fait de rodage et je sais pas ce que ça vaut. Ça se trouve, je vais complètement péter mon moteur. Mais bon, globalement, d'après ce que j'ai vu, c'est tu mets un max de lube, tu vas pas trop vite, tu fais des va-et-vient. Comme avec les meufs, globalement, et ça va bien se passer. Parfait. Update, une demi-journée plus tard, j'ai gapé tous mes segments exactement aux mêmes cotes. Donc les premiers segments, globalement, j'ai réutilisé, parce que je suis un vieux raton, j'ai réutilisé les segments d'origine de mon Zetec là, qui étaient du coup hors cote, selon le manuel. Mais vu qu'on passe en turbo, bah c'est pas grave s'ils sont légèrement hors cote, parce que du coup, ils vont chauffer plus et avoir plus tendance à se faire des bisous. Donc globalement, je les ai tous mis à 0,45 en haut, en réutilisant les anciens. Le milieu, alors là, le milieu, c'était Bagdad. Hein. Mes segments d'origine, ils étaient genre élargis à 1,2 mm. C'est juste monstrueux. Donc, j'ai été obligé de taper dans du neuf, hein, tu vois, dans mon stock de mâles originaux là-bas que j'ai acheté sur Autodoc. Donc, ceux-là, je les ai mis à 0,55. Hein. C'est pas une science exacte. Vous branlez pas non plus sur ces chiffres. Moi, j'ai fait ça parce que ça m'a arrangé. Tu vois, j'avais un petit peu moins de travail. Et les racleurs d'huile, je les ai mis à 0,6. Alors là, c'est une longue histoire. En fait, tous les segments sur les Blacktop, c'est les mêmes, avec les Focus RS, sauf le racleur d'huile. Tu vois, d'origine, les Zetec, ils ont des racleurs d'huile en 3 morceaux, comme ça, qui s'empilent. Et il s'avère que rien que cette pièce-là ne rentre pas dans le canal. Le canal est trop étroit. Donc, j'ai pas pu les monter, les neufs. Et j'ai été obligé de réutiliser les anciens. Donc ils étaient tous à 0,6 sauf un qui était genre à 0,2, donc je l'ai dilaté un peu à 0,6. Et du coup, bah tu vois, c'est pas la même architecture de produit. Hein. Celui-là, il est en 2 morceaux. Donc voilà, j'ai pas eu le choix et même que j'en ai un qui est fêlé. Si tu regardes là, ici, bah celui-là, il est fêlé. Je crois que j'en ai un autre qui est fêlé. Mais bon, que voulez-vous? Je vais pas perdre 6 mois à chercher aux 4 coins du monde des trucs qui n'existent quasiment plus. Je vais monter ça sur les pistons et les pistons sur le bloc et aller à Jigtest. D'accord, j'ai compris. Derrière ton écran, tu veux un tutoriel pour installer les segments sans avoir acheté l'outil parce que t'es un putain de gros rat. Et sans les péter. Alors il y a des mecs, ils font comme ça, ils écartent les segments et ils essayent de passer tout entier dans le canal. Grave erreur. Ce que tu fais, t'essayes pas de passer les 2 coins. Tu passes un seul coin, comme ça, tu le mets dans l'encoche et ensuite, tu sais, tu pousses ici comme ça pour le faire rotationner à l'intérieur de son emplacement. Tu vois, comme ça, tu joues légèrement sur le jeu et boum, on y est. En une fraction de seconde sans avoir à acheter d'outils. Donc là, on va remonter le vélo. Alors, avec le S, on l'a mesuré. On a mesuré les portées. Elles sont toutes pile poil au centième près dans la tolérance. Donc ça, c'est vraiment phénoménal. Hein. Il n'y a aucune usure du vilebrequin. Je vais regarder la RTA pour le fun, mais c'est pas ça qui m'inquiète. Moi, c'est le piston slap. 90. Donc, on peut regarder l'ovalisation vite fait s'il n'y en a pas un qui est ovalisé. Mais 150 de l'heure, là on a passé 30 minutes, 75 hors taxe. Donc là un dernier petit nettoyage, il faut bien nettoyer les petits passages d'huile à l'intérieur parce qu'il y a de la calamine qui s'y fout. Et ensuite je le remonte dans le bâti et j'y plastigauge tout avec des paliers neufs parce que c'est pas parce que là les tolérances sont bonnes que ça sera bon avec des nouveaux paliers. En ce qui concerne les paliers, les plus grands pimes de l'univers ne jurent que par ACL. C'est une très bonne marque, mais le problème c'est que je crois plus qu'ils en fabriquent pour ce moteur. Tu sais, vu que tout le monde s'en branle, bah c'était pas rentable pour eux. Donc j'en ai trouvé des paliers chez King. Alors King, j'ai pas vu grand monde en utiliser, mais pour autant ça m'a l'air d'être une très très bonne marque de palier. Donc voilà, on va mettre ça et on va voir ce que ça donne. Alors, le thrust washer, le laveur de propulsion. Bon là je pense qu'il faut pas être con et mettre de l'huile derrière le palier, ça sert strictement à rien à part l'aider à tourner dans son emplacement.
Yeah, ouais. Là, je vais faire un montage à blanc, hein, ça sert à rien que je mette du lube. C'est juste pour faire un petit serrage. Allez, Michel, doucement. Ok, j'ai bail de la plastigauge sur Amazon. Ça se présente comme ça, c'est une espèce de petit fil que tu poses, une espèce de fil de paraffine que tu poses, tu l'écrases en serrant et ensuite en fonction de combien il s'est fait écraser, tu peux voir si... Voilà, c'est chiant à mettre ce truc. Tu peux voir tes tolérances en fait. Parce que ça, c'est le genre de truc que tu peux pas vraiment mesurer, le jeu entre les paliers. Putain, c'est chiant ce truc! Crankshaft and bearings. Donc là, main bearing, journal, to shell, running clearance. 1 centième à peu près 6 centièmes. En gros, ces trois-là, c'est bon. Alors... Ah ouais, quand même. 0,64. Je suis un peu hors cote. Donc même si mon vélo avait pas pris de jeu, au final, il y avait du jeu ailleurs. 0,64. On est 30 minutes plus tard et ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis les anciens paliers, tout baisé là, tout mort. Et il s'avère qu'avec ces anciens paliers, le plastigauge là, tout est bon, tout est dans les cotes et parfaitement dans les cotes. Là, je me retrouve dans le pire des dilemmes. Est-ce que je mets des paliers neufs King, soi-disant de la bonne marque, machin, mes couilles racing, qui sont tous avec trop de jeu, beaucoup trop de jeu, mais je compense en mettant une huile plus épaisse, parce que tu vois, le truc avec les histoires d'épaisseur d'huile, c'est que plus tu as une huile fluide, plus elle se glisse dans les tolérances fluides, enfin fines. Et oui, parce que l'huile que tu vas mettre dans ton moteur, ça choisit pas comme ça. Ah, si, ça choisit un peu au pifomètre, mais au pifomètre intelligemment. Moi, je suis pas préparateur et je manque d'expérience, donc je peux pas te dire « Ok, mets cette huile dans ce moteur, t'inquiète, ça va marcher indéfiniment ». Pas du tout. Moi, je peux simplement te traduire les documents, les thèses et les trucs scientifiquement prouvés que j'ai lus qui concernent la lubrification moteur. Je t'explique. Entre ton palier et ton vélo, il faut que tu aies une pellicule d'huile. Mais quand tu vas taper dans ton moteur, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu as une charge mécanique, un gros effort, localement, au point de contact, ça va surchauffer, ça va monter pendant une fraction de seconde très haut en température. Et en fait, ton huile... Quand tu regardes les docks constructeurs, tu as une certaine température où l'huile perd ses propriétés lubrifiantes. Donc si tu mets une huile qui est trop épaisse dans ton moteur avec des tolérances trop serrées, bah ton huile elle sera trop visqueuse pour se barrer assez vite. Donc en fait elle va stagner et certes amortir un peu la charge parce que du coup elle va bien rester, mais elle va surchauffer au point de contact, elle va cramer, perdre ses propriétés lubrifiantes et t'enculer ton moteur. À l'inverse, si tu mets une huile qui est trop fluide, elle va se barrer trop vite, elle pourra pas encaisser. Quand tu vas taper le turbo, tu sais, il commence à se pull, bam, ton vélo il va se faire enculer. Et si ton huile elle gicle, elle se barre sur les côtés, métal contre métal, tu casses tout. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je vous mets en garde là-dessus? C'est parce que j'ai vu que Farine a mis en avant la 1060 300V de chez Motul, parce qu'il utilise ça dans son Audi. Alors, c'est une très bonne huile, je dis pas le contraire, et c'est une très bonne huile sûrement pour sa config, tu vois. Il sait ce qu'il fait, Farine, il est pas con, il a de l'expérience. Mais j'ai vu des gros moutons sur le groupe 1 litre 8T France machin, qui du coup sont tout fiers d'avoir acheté de la 1060 Motul 300V à foutre dans leur 1 litre 8T sans pour autant connaître qu'est-ce qu'ils ont comme tolérance ni rien. Et du coup, peut-être que ça va marcher, mais peut-être que ces mecs-là, au bout de 1000 km, ils vont enculer leur coussinet. Parce qu'en fait, la viscosité de l'huile que tu choisis dépend de tes tolérances. Farine ou moi, t'as bien vu, on utilise des blocs qui sont complètement rincés et du coup, tu te retrouves avec des putains de grosses tolérances assez larges. Et pour compenser ça, t'es obligé de mettre une huile plus épaisse, genre de la 1060. Mais pour autant, si toi, t'as tout fait bien, t'as checké tes tolérances et tu vois que t'es assez serré, il faut que t'aies une huile plus fluide, tu vois. Voilà. Simplement, il n'y a pas de recette secrète. Réfléchissez intelligemment, faites des tests. Personne ne peut vous dire, utilise ça, ça va marcher. Ça dépend de ta config, ça dépend de tes essais et ça dépend de ton karma, mon pote.
Ok, 30 minutes plus tard, j'ai changé d'avis. J'ai parlé de mes galères à mon Zetek Daddy Poli, le finlandais très pimp et très calé en mécanique auto. Et il m'a envoyé ce document officiel de chez MAL. Donc c'est pas de la branlette, hein, c'est constructeur MAL qui a rédigé ce document scientifique. Et il recommande entre 0,0075 à 0,01 inch. Allez, focus. 0,1 inch de tolérance tous les inches d'épaisseur de vélo. Donc j'ai fait un petit calcul, vu que mon vélo c'est 58 mm, j'ai converti les inches de gros branleurs en millimètres de gens normaux, et ça mène à une tolérance de 0,058 pour une utilisation normale. Et en plus de ça, MAL recommande de rajouter pour les moteurs de haute performance 0,005 inch au total que tu viens de calculer pour les moteurs de haute performance. Alors moi j'aurais dit le contraire, parce que plus ta tolérance est large, plus ton point de contact de la force est étroite. Alors que si tu as une tolérance qui est serrée, la masse est beaucoup plus répartie sur l'entièreté du palier. Mais bon, j'ai pas un doctorat en motorisation, j'écoute pas les branleurs, mais par contre quand on me tombe sur un document scientifique d'un constructeur réputé, eh ben franchement je lui fais confiance. Donc je vais pas trash talk les paliers King, je vais les monter même s'ils sont larges en tolérance, et puis je pense que ça devrait peut-être bien se passer. Hors caméra pareil, j'ai plastijaugé toutes mes bielles, et quand on compare, j'ai genre 6 centièmes à peu près partout, celui-là un peu plus de 6 centièmes, genre 65, là 6 centièmes, donc globalement comme mes paliers de Villebrequin. Et puis si on regarde la RTA, même si on a dit qu'on n'était pas forcément à ça près, Big End, Bearing Journal to Shell Running Clearance, la plage de tolérance est ultra large. Peu importe, on va pas se branler là-dessus. Plastigauge poubelle et on remonte tout. Bon, par contre, vous l'avez compris, les pistons et les bielles n'appartiennent pas à ce moteur. Donc il faut qu'on vérifie non seulement que ça tourne bien, mais en plus que la course, que les pistons ne sortent pas du haut moteur. Donc attends, on va faire tourner. Ok, ça tourne plutôt bien. Ok, ça dépasse pas. Incroyable. Non, vas-y. Tu sais quoi, je suis devenu tellement pessimiste à force de me faire baiser que là, j'y crois même pas. Là, tu vois, on dirait que ça dépasse pas, c'est cool, c'est parfait. Mais je savoure même pas la victoire parce que je suis sûr qu'il y a une douille autre part. C'est trop facile, c'est pas possible. Fun fact, ici en façade, c'est la pompe à eau. À la base, j'ai pas prévu de la changer. Tu vois, l'ancienne pompe, bah, elle est dégueulasse. Mais elle a pas l'air d'avoir de jeu ni de fuite. Donc j'aurais pu la nettoyer, la remettre. Et c'est là que j'ai un confrère raton qui me contacte par hasard sur Instagram et qui me dit: j'ai une pompe tombée du camion chez moi qui ressemble à une pompe de Zetec. Je sais pas de quel modèle. Alors je lui ai dit: tu sais quoi, on se fait un Le Bon Coin. Je lui ai payé les frais de port. Et il m'a envoyé la pompe. Mondial Relais, mon pote. C'est moins cher. Il m'a même dessiné un bon vieux raton dessus. Donc merci à toi, parce que en fait c'est exactement la même. Cette pompe vient d'un Zetec de litre, donc c'est une pompe neuve. Évidemment que je vais l'installer vu que c'est gratuit. Et très cher confrère raton, pour te faire honneur, on essaiera de sortir 400 jours. C'est parti. Yeah boy. Le bas moteur, c'est terminé. J'espère qu'il tiendra la route, mais maintenant la prépa n'est pas finie puisqu'il manque la culasse. Autrement dit, 50% du travail restant. Première étape, démontage. Donc j'ai tout carchérisé ma culasse, comme tu peux le voir, elle est toute magnifique, toute brillante. Et en parlant de gros nettoyage moteur, j'ai une petite anecdote à vous raconter. C'est l'histoire d'un gros connard. Il avait pris un décapant comme ça là, un truc pour poêle à bois, pour four, un truc comme ça. Et il a vu que ça marchait sur le bloc, il a décapé son bloc avec, ça passait, tu vois, il n'y a pas de problème. Ça dégraissait de ouf, ça marchait super bien. Alors ce connard, il s'est dit... Et vas-y, je fais pareil sur la culasse, tu vois, elle est toute dégueulasse, j'y mets la dose, comme ça, il a mis la dose, il a chargé, c'était la fête.
Et ce connard, quelques secondes après, il s'est rendu compte que sa culasse, elle était comme ça. Toute sa putain de culasse s'est faite bouffer par le produit, le fameux décap en foire. Ça le dissout en fait, ça le dissout. Lisez la putain de notice avant de mettre un produit. Après avoir pleuré un bon coup, on est de retour. Donc clairement, cette culasse de Clio, elle est vraiment pas si mal. Les conduits sont plutôt directs en fait. Le flux, il arrive et il part direct dans les cylindres. Donc c'est vraiment pas mal. Le seul truc qui manque, tu vois, ces marches là que tu vois, et ben elles sont pile là. En fait, dans les culasses, c'est comme le point G, tu vois, tout se passe là, ici en fait. Si là tu as des marches et des trucs bizarres, c'est là que ça va gêner le plus. Je suis pas expert en porting, mais je me suis documenté un peu sur la mécanique des fluides, des conduits. Et en fait, le flux, eh ben, il va pas faire des contours comme ça, tu vois, lui, il va y aller droit direct. Donc c'est ici qu'il va frotter le plus et ça sert à rien d'agrandir là. Parce que là, ça sert à rien du tout. Et en plus, en turbo, tu as du boost, tu as de la surale. C'est pas comme porter un moteur en naturellement aspiré, tu vois. Donc concrètement, ici, tu n'auras que de la surale et il y a la pression qui va s'échapper comme ça. Et aussi là, tu vois, vu qu'on a deux valves, il y a une séparation entre les deux valves, une espèce de mur qui est très épais, très gros. Donc on va l'aiguiser un peu, on va l'affûter pour qu'il soit plus fluide, pour que ça coupe plus facilement le flux en deux. Donc là, l'échappement, c'est l'inverse, tu vois, ça va juste rejoindre les flux, mais c'est surtout à l'admission que ça va se passer en fait. Je sais pas si tu vois, mais voilà, on va aiguiser un petit peu tout ça. Je vais passer ma soirée ici à faire du porting finalement. Bon, le compresseur c'est bien, mais le problème c'est que cette Dremel pneumatique elle consomme tellement d'air qu'en fait le moteur du compresseur il peut pas compenser le débit qui est sucé par ce truc. Donc au final il tourne H24, il surchauffe et je dois le couper, tourner sur la bonbonne, ensuite le relancer. Bref, c'est chiant. Et tout ça pour dire que des fois, moi je trouve qu'il faut pas oublier les classiques. Je sais pas qui se rappelle de ce projet, mais franchement, c'était l'heure de gloire de la gitanerie du Rhin. J'étais parti d'un moteur de pompe à eau, genre 1100 watts, qui est parti en coude en angle droit sur une tête de meuleuse de la déchetterie. Donc ça, c'est une tête, mais montée à l'envers, comme ça, au lieu de réduire la vitesse du moteur, ça l'augmente. Ça partait là sur des espèces de bidouillages, parce qu'à l'époque, j'avais pas de tour à métaux. Donc j'ai tout fait avec des systèmes très foireux, qui partaient sur un truc récupéré je sais plus où. Et voilà, c'est la Dremel du gros rat, avec évidemment un interrupteur de maison, hein, bien sûr, avec un condensateur à l'intérieur du truc. Ouh, je suis rap boy. Après 5 heures et genre 8 tendinites, je pense avoir terminé le porting. Enfin, j'ai pas terminé, c'est jamais terminé ce genre de job, mais en tout cas, je pense avoir fait ce que je voulais faire sur cette tête. Donc voilà, je vais vous montrer mon travail. N'hésitez pas à me contredire en commentaire, c'est pas une blague, hein, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Donnez votre avis. Là, j'exprime ce que moi je pense qui est bien, qui est probablement faux. À l'échappement, ce que j'ai fait, c'est j'ai pas cherché à faire une lame de couteau entre les deux rebords parce que les gaz ils vont passer dans l'autre sens. Donc lame de couteau ou pas, ça va pas changer grand-chose. Donc voilà, j'ai quand même un petit peu arrangé le flux, tu vois, j'ai un petit peu ouvert les ports, mais sans pour autant ouvrir la sortie. Parce qu'en turbo, on veut garder de la vélocité, donc il faut pas ouvrir le port, tu vois, j'ai juste travaillé l'intérieur. Côté soupape, tu vois, là j'ai poli tout autour pour enlever le moindre rebord parce que du coup les gaz d'échappement vont se taper le rebord, l'escalier et ils vont pas kiffer. Donc en gros j'ai tout arrondi, si on passe le doigt c'est complètement lisse, complètement fluide sans pour autant polir les pores. Parce que déjà j'ai pas vraiment de quoi polir, j'ai la flemme de scotcher du papier de verre et passer dedans. Franchement, moi mon avis c'est que c'est de la grosse branlette, c'est comme des formes de balles de golf sur leur
conduit, ça sert juste à rien, ou en tout cas pas en turbo. Et ensuite à l'admission, contrairement à l'échappement, j'ai fait une lame de couteau ici entre les deux pour bien splitter le flux en deux sans avoir de rebord. J'ai un petit peu dilaté le fond du trou. Ici j'ai pas vraiment porte-match parce que je ne connais pas la taille de mon port et je pense que c'est déjà assez bien matché. Donc j'ai pas touché ici. Et par contre côté soupape, j'ai évidemment enlevé tous les escaliers. Tu vois, maintenant c'est tout lisse, j'ai tout enlevé. Il y avait des gros escaliers, tu vois, des deux côtés. Donc tout ça, j'y ai picobello. Voilà, je pense avoir terminé pour aujourd'hui. La pluie est passée, il est genre 23h. Et demain, ce qu'on va faire, c'est que on va roder chaque soupape. L'admission, elles sont impeccables. Mais alors les échappements, ils sont tout grignotés. Je sais pas si tu arrives à voir, mais tu vois, l'état de surface, elle est toute grignotée. Donc voilà, c'est normal, hein. C'est une soupape d'échappement qui a bien vécu. On est le jour suivant et bien sûr que oui. C'est le retour du rodage des soupapes au dentifrice. Donc bon... Ça m'a fait rire. J'avais montré cette technique du grand-père dans une ancienne vidéo et les gens il y a des gens qui m'ont contacté sur Insta pour me dire que putain grâce à moi ils ont sauvé leur culasse parce que acheter un produit comme ça ça met quelques jours à arriver et quand t'as pas quelques jours tu fais avec ce qui dépanne. Ça marche hein, la technique du dentifrice parce que le dentifrice tu vois c'est un abrasif mais c'est de la merde ces ventouses AliExpress. Ouais, je disais, le dentifrice, il y a pas tout ce qui marche et ensuite, c'est plutôt pour les finitions. Là, mes admissions, elles sont plutôt bonnes, c'est les échappements qui pêchent. Mais ouais, tu vois, le Colgate, c'est une granulométrie assez fine, donc ça marche pas des masses. Mais pour autant, c'est sûr, ouais, tu peux tomber sur un dentifrice EcoPlus bien pourri qui te détruit bien les dents, mais par contre, pour les soupapes, ça peut bien faire le taf. Je fais ça hors caméra, on se retrouve tout à l'heure. Bon, j'ai fait 4 soupapes là jusqu'à présent. Voilà ce que ça donne. Tu vois, les soupapes d'échappement, j'ai passé à peu près 40 minutes par soupape parce que j'ai énormément à rattraper. Elles sont vraiment toutes défoncées. Je vais vous montrer comment je fais pour gagner du temps sur les soupapes à l'échappement pour avoir à faire que les finitions avec le rodage. Je mets la soupape dans la perceuse et ensuite je prends du papier de verre et je fais tourner la soupape avec le papier de verre le plus droit possible pour nettoyer la surface mais sans pour autant creuser dedans. Ouais, c'est là que tu vois à quel point elle est défoncée. Elle est littéralement bouffée en fait. Voilà le résultat, je l'ai en quelque sorte rectifié au papier de verre. Donc j'ai fait ça parce que je me sens très à l'aise avec ça. Mais si t'as pas le bon angle et tu modifies l'angle en fait de la soupape, t'as juste détruit ta soupape. Donc c'est vraiment dangereux ce que je fais. Mais voilà, je me sentais de le faire et je l'ai fait. Et le résultat est assez bon. Il y a encore quelques petits impacts, mais ils sont pas reliés entre eux, donc ça devrait pas créer vraiment de fuite. Et ensuite, mettez bien de l'huile sur la queue de la soupape pour lorsque vous allez roder, que ça use pas son guide. Déjà qu'il est usé, tu vois, il y a du jeu à la soupape. Il y en a certaines, il y a un jeu, il est juste hardcore. Hein. C'est hardcore. Franchement, ça aussi, il faut contrôler, faut changer les guides, machin, faut aller chez l'usineur. J'ai pas d'usineur, donc voilà, on fait avec ce qu'on a. C'est juste chiant. Et c'est très long. Hors caméra. Synchronisation. Ok, j'ai terminé avec le rodage des soupapes et maintenant on va faire les changements des joints des queues de soupape. Et là, je suis désolé, j'étais obligé d'acheter un outil, ça marche pas avec une pince normale. Une espèce d'outil comme ça sur Amazon, ça m'a coûté 30 € pour les arracher en fait. Tu vois, il faut un truc avec un bec super long pour surtout pas rayer les cylindres en fait des poussoirs hydro. Ensuite, on enfonce. Ok. De 1. Faudrait un outil encore plus adapté, mais... il y en a qui sont plus simples que d'autres. Parce qu'en fait, ces trucs-là, ils sont d'origine. Ils sont complètement secs. Tu vois, c'est complètement sec. Ça ne jointe plus rien. Donc, c'est pour ça qu'on va devoir en mettre des neufs. On prend les nouvelles, on compare aux anciennes, voir si c'est les mêmes. Alors oui, c'est les mêmes. Donc, j'ai eu de la chance parce que j'en ai marre de me faire baiser. Et normalement... on répète le processus dans le sens inverse. On prend à la pince, côté admission. Clips. Voilà, c'est tout.
Une petite échappement. Alors là, c'est pas du tout les mêmes. Les échappements. C'est pas du tout les mêmes. C'est pas du tout les putains de mêmes. Même sous la torture, je vous dirai pas ce que j'ai fait. Et on va passer à la suite. Donc la suite, c'est qu'on va installer des ressorts de soupape renforcés. Alors non, j'ai pas acheté des ressorts de soupape renforcés sur un site de racing machin mes couilles à 300 balles. J'ai simplement soulagé une fois de plus un Anglais de ces braves ressorts de Focus RS, qui est une voiture turbo d'origine, donc qui théoriquement possède des ressorts plus raides. Alors ça, je dis théoriquement, je ne sais pas s'ils sont plus raides et j'ai pas vraiment de quoi mesurer. Donc concrètement, on va installer ces ressorts-là. Je ne sais pas s'ils fit, donc on va voir ça tout de suite. Bien sûr que non. Et en plus, c'est même pas vrai. Tu prends le putain de ressort d'origine de Silvertop, tu prends le petit ressort tout skinny, tout miskin de la putain de Focus RS, t'as pas besoin d'avoir de la métrologie ou d'être un putain d'intellectuel pour voir que le Focus RS, tu l'écrases comme une merde, et le ressort d'origine, t'arrives même pas à lui faire 2 putains de millimètres. La Focus RS, c'est qu'une putain de bagnole marketing de merde.